Je m'appelle Sarah, j'ai 51 ans, jeune ou vieux, selon le type de journée que je passe. Si vous vous attendez à un récit plein de fantaisie ou à une vie qui n'a rien d'ordinaire, vous feriez mieux de vous asseoir, car ce n'est pas une mince affaire. Commençons par le cœur de mon monde, Émilie. Ma fille, mon tout. L'élever seule ne faisait pas partie de mes rêves, vous savez? Son père a décidé de prendre un nouveau départ, à l'autre bout du monde, pas moins, nous laissant en plan. Cet homme nous a échangés, comme la garde-robe de la saison dernière, et avant que je m'en rende compte, il s'était constitué une nouvelle famille brillante. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés, moi contre le monde. Mes journées? Elles se confondaient en une longue période de travail, jonglant avec les emplois comme dans un numéro de cirque. Le restaurant le jour, le bar la nuit, et les bons jours, un peu de ménage entre les deux. Le sommeil était un luxe, un visiteur fugace entre deux services. Mais voir Émilie sourire, l'entendre rire, c'était le vrai salaire. Mais qu'elle soit bénie, à 23 ans et cherche encore à comprendre le grand puzzle de la vie. L'emploi. Elle en a eu plus d'un, mais aucun n'est resté. C'est le patron, maman, c'est un vrai boulet. Ou alors, je ne peux pas m'occuper des clients, ils sont tous fous. Des excuses aussi colorées que la palette d'un peintre. À la fin de chaque travail, elle se retrouvait sur notre canapé, le téléphone dans une main, la télécommande dans l'autre. Et moi? Je ne pouvais pas rester en colère contre elle. C'est bon, quelque chose de mieux se présentera. Je lui disais, en cachant l'inquiétude qui me rongeait. Parce que c'est ce que l'on fait quand on aime quelqu'un, on s'occupe des problèmes du monde pour qu'il n'ait pas à s'en soucier. Un jour particulièrement difficile, après une double journée de travail qui m'a laissé plus de chair que d'os, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Émilie affalée sur le canapé. Des formulaires de demande d'emploi éparpillés comme des confettis. Elle me salue sans lever les yeux, l'attention rivée sur l'écran de télévision. Ma fille. Quelque chose de mordant aujourd'hui? Demandai-je en me débarrassant de mon manteau et du poids de la journée. Elle haussa les épaules, un geste que je ne connaissais que trop bien. Non, c'est de la merde. Pourquoi s'en préoccuper? De toute façon, ils ne veulent pas payer un salaire décent. J'ai soupiré, un mélange d'épuisement et de frustration se préparant. Et on en a parlé. Il faut bien commencer quelque part, non? On ne peut pas être difficile par les temps qui courent. Peu importe, maman. C'est facile à dire pour toi. Tu as l'habitude de te casser le dos pour des cacahuètes. Elle a riposté, ses mots étant aussi tranchants qu'un couteau. Ça a piqué. Je ne vais pas mentir. Mais la colère? Elle n'a jamais eu sa place dans notre foyer. J'ai retenu la réplique qui mijotait sur ma langue et, à la place, j'ai forcé un sourire. C'est peut-être vrai, mon garçon. Mais ces cacahuètes nous ont permis d'avoir un toit et de la nourriture sur la table. Un jour, tu comprendras cela. Émilie roula des yeux, signe universel du dédain des jeunes adultes. Bien sûr, maman. Je vais me coucher. Bonne nuit. En la regardant disparaître dans sa chambre, une partie de moi souffrait. J'aspirais à ce qu'elle voie le monde non pas comme un adversaire, mais comme un défi à relever. Pourtant, j'étais là, à ramasser les formulaires éparpillés, à ranger les vestiges vivants de sa dernière défaite. Le propre de la vie, c'est qu'au moment où l'on pense avoir tout compris, elle nous lance une balle courbe. Et ce n'est pas le genre de balle que l'on peut frapper dans le parc. Non, je parle du genre de balle qui vous frappe en pleine poitrine et vous laisse à bout de souffle. C'est exactement ce qui s'est passé le jour où Émilie a décidé de lâcher sa petite bombe. C'était un mardi, peu importe. Mais je m'en souviens parce que les mardis étaient des nuits de pain de viande. J'étais dans la cuisine, les coudes plongés dans le bœuf haché, quand Émilie est entrée, le visage illuminé comme un sapin de Noël. Derrière elle suivait Alex, un type que j'avais vu une ou deux fois auparavant. Je n'avais rien contre lui, mais disons qu'il ne serait pas mon premier choix de gendre. Non pas que je pensais à ce genre de choses, jusqu'à ce qu'il le faille. Maman, devine quoi?
Émilie a gazouillé, rebondissant sur ses talons. J'ai jeté un coup d'œil, un sourcil levé. Tu t'es enfin décidé à ranger ta chambre? Elle roule des yeux, un sourire se dessine sur son visage. C'est drôle, maman. Non, c'est mieux. Alex et moi nous sommes mariés. Tu sais ce que tu ressens quand ton cœur saute un battement? Oui, le mien a sauté, a trébuché et est tombé à plat. Mariés? Je me suis fait l'écho d'une voix qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Alex s'est avancé, un sourire penaud plaqué sur son visage. Oui, Madame S., nous nous sommes enfuis le week-end dernier. Surprise était un euphémisme. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Foulé? Répétai-je, encore sous le coup de l'émotion. Et tu me le dis seulement maintenant? L'excitation d'Émilie s'estompa un peu, remplacée par une attitude défensive. Je savais que tu réagirais comme ça, maman. C'est pour ça qu'on ne te l'a pas dit avant. Mais c'est fait. Et nous sommes heureux, n'est-ce pas, Alex? Alex acquiesce et passe un bras autour d'elle. Oui, tout à fait heureux. J'ai posé la cuillère à mélange et me suis essuyé les mains sur mon tablier. Cette conversation nécessitait toute mon attention. Et où, je vous prie, avez-vous l'intention de vivre? Demandai-je, redoutant déjà la réponse. Eh bien, ici, répondit Émilie, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Avec toi, maman. Et où d'autres? Où d'autres? En effet, je pris une profonde inspiration, essayant d'étouffer le flot de frustration qui montait. Émilie, chérie, tu es mariée maintenant. Ne penses-tu pas qu'il est temps de... Je ne sais pas, de commencer ta propre vie? Quelque part qui ne soit pas ici? Son visage s'est décomposé. Maman, tu sais qu'on ne peut pas se le permettre. Le travail d'Alex ne paie pas beaucoup, et je cherche toujours. Je cherche. C'est vrai. L'éternelle chercheuse d'emploi. J'ai regardé Alex, qui semblait se contenter de laisser Émilie parler. Quelque chose dans l'attitude de sa mâchoire m'a irrité, la façon dont il semblait supposer que tout cela était très bien. Écoute. J'ai commencé à essayer de garder une voix égale. Je t'aime, Émilie. Tu sais bien que je t'aime. Mais ce n'est pas ce que je voulais pour toi. Pour aucun d'entre nous. La réponse d'Émilie fut rapide et tranchante. Quoi, maman? Tu ne voulais pas que je sois heureuse? C'est ça, non, bien sûr que non. J'ai répliqué, sentant les conversations m'échapper. C'est juste que... Je pensais que tu voudrais plus. Que tu t'efforcerais d'en faire plus. Plus de quoi, maman? Plus de travail? Plus de nuits seule? Merci, mais je passe mon tour. Et la conversation est partie de là, chaque mot étant plus enflammé que le précédent. Alex a essayé d'intervenir, mais il aurait aussi bien pu être une mouche bourdonnant autour d'un ouragan. C'était entre ma fille et moi, et il était clair qu'aucune de nous deux n'allait changer d'avis. Nous avons fini par faire une trêve, mais l'air est resté chargé de non-dits. Alex a emménagé le lendemain, ses affaires prenant de la place dans une maison qui s'est soudain sentie trop petite. Je me suis repliée sur moi-même, me demandant où j'avais fait fausse route, comment ma petite fille avait pu s'éloigner à ce point des rêves que j'avais eus pour elle. Le jour où j'ai appris que j'avais un cancer, mon monde a basculé. Cela faisait un moment que je ne me sentais pas bien, mais le cancer? Ce mot m'a fait l'effet d'un train de marchandises lancé à pleine vitesse. Le médecin s'est montré gentil, mais le mot m'a tout de même piqué. C'est traitable, a-t-il dit. Mais vous devrez vous concentrer sur votre santé et peut-être même vous absenter du travail. Le travail. Est ma bouée de sauvetage, la chose qui nous a maintenus à flot toutes ces années, et maintenant on me disait de m'en éloigner. Je suis rentrée chez moi, le poids du diagnostic m'écrasant. La maison était calme quand je suis entrée, trop calme. Émilie était dans sa chambre, probablement perdue dans son téléphone, et Alex, eh bien, Alex était Alex, faisant ce qu'il faisait. J'avais besoin d'eux, de leur soutien,
Alors je les ai appelés tous les deux dans le salon. Les gars, il faut qu'on parle. J'ai commencé, ma voix tremblant malgré mes efforts pour paraître forte. Émilie a levé la tête, les yeux écarquillés. Qu'est-ce qu'il y a, man? Tu as une mine affreuse. J'ai soupiré, ne sachant pas trop comment dire les mots. J'ai un cancer. J'ai lâché les mots, qui me semblaient étrangers et lourds sur ma langue. Il y a eu un moment de silence, puis le visage d'Émilie a changé, mais pas comme je l'avais espéré. Un cancer? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Sa question m'a prise au dépourvu. Eh bien, ça veut dire que je vais suivre un traitement, et j'ai dû quitter mon travail pour me concentrer sur ma guérison. La pièce s'est refroidie. Alex, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prend enfin la parole. Quitter son travail? Comment sommes-nous censés vivre, alors? Mon travail me permet à peine de payer mes affaires. Je les ai regardés, incrédules. C'est ce qui les préoccupe, pas ma santé, pas la bataille que je m'apprêtais à livrer, mais leur confort. Émilie est intervenue, le ton tranchant. Oui, maman, comment as-tu pu ne pas penser à nous? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? La déception m'a frappé comme un second diagnostic. Ma propre fille, celle que j'avais élevée, pour laquelle je m'étais sacrifiée, était plus préoccupée par son confort financier que par mon combat pour la vie. Je me suis dit. Je pensais que tu t'inquiéterais pour moi, pour ce que je traverse. J'ai dit, la voix brisée. Bien sûr que nous sommes inquiets. Dit Émilie, sa voix s'adoucissant un peu. Mais il faut être pragmatique. Tu ne peux pas démissionner et t'attendre à ce que tout aille bien. Alex acquiesce. Oui, il ne s'agit plus seulement de TOI. Il faut penser à l'avenir. L'avenir. Leur avenir n'incluait apparemment pas la possibilité que je n'en fasse pas partie. J'ai alors réalisé ce que j'avais fait, ou plutôt ce que je n'avais pas fait. J'avais élevé une fille qui ne me voyait pas comme une personne luttant pour sa vie, mais comme un moyen de parvenir à ses fins, un filet de sécurité financier. Après des semaines de traitement intensif, l'hôpital m'a finalement renvoyé chez MOI. Je n'étais plus qu'une coquille vide, vidée par les radiations et la chimiothérapie, m'accrochant à l'espoir qu'entre les murs familiers de ma maison, je pourrais trouver un peu de réconfort, une once de normalité. Mais ce qui m'attendait était loin du soutien et des soins que j'avais imaginés. L'air à la maison avait changé. Il était chargé de tension, de rancœurs inavouées. Ma fille, Émilie, et son mari, Alex, avaient pris l'habitude de me traiter davantage comme une invitée gênante que comme un membre de la famille. Leur patience s'épuisait à la moindre provocation, leurs paroles étaient acerbes et tranchantes. Un jour, alors que j'essayais de me préparer une tasse de thé, mes mains m'ont trahi, tremblant de la faiblesse qui était devenue ma compagne de tous les instants. La tasse glissa, se brisant sur le sol, avec un bruit qui semblait faire écho à ma propre fragilité. Le fracas fit entrer Émilie en trombe dans la cuisine. Sérieusement, maman, tu ne peux rien faire de bien? Regarde ce désordre. Ces mots étaient comme des poignards, et je suis restée là, muette. Les tessons de la tasse brisée reflétant les morceaux de mon cœur. Je suis désolée, maman. Je ne voulais pas, mes excuses ont été interrompues par la voix d'Alex, à peine un murmure, mais assez fort pour exprimer son dédain. Comme tu es fatiguée, vieille femme malade. Leurs mots, tranchants et impitoyables, étaient bien loin des soins que j'avais espérés, de l'amour que je pensais que nous partagions. Chaque jour était une bataille, non pas contre le cancer qui ravageait mon corps, mais contre la froideur qui avait pris racine dans ma propre maison. J'ai traversé les jours et les jours, mes moindres gestes, mes moindres bruits semblant les ennuyer. Demander de l'aide est devenu un exercice d'humiliation. Et tu peux m'aider à me lever? Demandai-je, cherchant du soutien. La réponse était toujours la même, un soupir d'irritation, un rappel de ses propres priorités. Il y a plein de choses à faire, et toi aussi. Elle craquait, me laissant me débrouiller seule. Nuit après nuit, je pleurais pour m'endormir, le son de mes sanglots, une complainte solitaire, dans le silence de la maison. J'étais un fardeau,
une nuisance dans ma propre maison, ma présence étant un rappel indésirable de la fragilité de la vie. En raison d'un stress constant, ma santé s'est détériorée et j'ai de nouveau été admise dans la chambre. Après des semaines de silence et de solitude à l'hôpital, la dernière personne que je m'attendais à voir était Émilie. Ces visites étaient devenues aussi rares qu'une brise fraîche et une vague de chaleur, et pourtant, elle était là, debout au pied de mon lit d'hôpital, l'air aussi mal à l'aise que je me sentais surpris. Hi, man. Commença-t-elle en évitant mon regard. Comment te sens-tu? La désinvolture de sa question, comme si elle avait toujours été à mes côtés, m'a piqué. Ça va mieux. Répondis-je, la voix éraillée par la désuétude. Qu'est-ce qui t'amène ici, et tu t'es enfin décidé à prendre des nouvelles de ta vieille mère? Elle s'agite. Regardant ailleurs que vers moi. Oui, eh bien, il y a quelque chose dont nous devons parler. C'est à propos de la maison. La maison. Mon sanctuaire, le seul héritage que ma grand-mère m'a laissé, est notre seule vraie maison. Une boule s'est formée dans ma gorge. De quoi s'agit-il? Émilie croise enfin mon regard, ses yeux sont durs. Alex et moi, nous avons discuté, et nous pensons qu'il est préférable que tu nous cèdes la maison. Légalement, je veux dire. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Transférer la maison? À toi et Alex, pourquoi diable ferais-je cela? Elle a croisé les bras, sa gêne a été remplacée par un défi. Parce que, maman, c'est pratique. Alex en a marre de vivre là, comme s'il était une sorte de profiteur. Nous voulons la posséder, la faire nôtre. Ce n'est pas comme si tu allais être là pour toujours, de toute façon. Ces mots lui font l'effet d'une gifle. L'audace, l'insensibilité pure. Est ma propre fille, qui voit ma maison, ma vie, n'a rien de plus qu'une transaction pour assurer son confort futur. Vous pensez que je vais tout céder parce que votre mari n'aime pas se sentir invité? Dans ma propre maison? Ce n'est pas que ça, maman. C'est logique. Vous êtes ici, malade, et qui sait pour combien de temps, nous pensons à l'avenir. L'avenir? Répondis-je, incrédule. Et mon avenir à moi, Émilie? T'es-tu déjà arrêté pour y penser? Ou est-ce qu'il s'agit seulement de ce que toi et Alex voulez? Elle soupira, un son de frustration et d'impatience. Tu n'es pas raisonnable, maman. Nous essayons juste d'être pratiques. D'être pragmatique? J'ai répliqué, la colère et la douleur tourbillonnant à l'intérieur de moi. Tu parles de ma maison comme si c'était un prix à gagner. J'ai travaillé dur pour cette maison, je l'ai gardée malgré tout. Et toi, ma propre fille, tu viens ici, non pas pour voir comment je vais, non pas pour m'offrir du réconfort ou du soutien, mais pour me demander d'abandonner ma maison? Pour quelle raison? Pour que tu te sentes plus en sécurité dans ton mariage, Émilie a détourné le regard. Je pensais que tu comprendrais, maman. Mais je vois que tu es trop égoïste pour avoir une vision d'ensemble. Égoïste? L'accusation est une pilule amère à avaler. Toute ma vie, j'avais tout donné à Émilie, j'avais fait tant de sacrifices, et maintenant, quand j'en avais besoin, c'est ainsi qu'elle me voyait. La compréhension n'a rien à voir avec cela. Ai-je dit, la voix plus ferme que je ne le sentais. C'est une question de respect, de famille. T'es là, je ne sais même pas si je te reconnais, Émilie. Sans un mot de plus, elle s'est retournée et est partie, me laissant seule avec mes pensées, ma douleur et un cœur plus lourd qu'il ne l'était auparavant. Allongé dans le silence stérile de la chambre d'hôpital, le bourdonnement de mon téléphone m'a fait l'effet d'une bouée de sauvetage vers le monde extérieur. Quand j'ai vu que c'était Janice, mon amie qui travaille dans l'immobilier depuis que nous sommes au lycée, mon cœur a battu la chamade, elle n'appelait jamais sans raison. Salut, Janice. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé de garder une voix stable, malgré la peur qui s'installait dans mon estomac. Sarah, je ne sais pas comment te le dire, mais j'étais au bureau aujourd'hui et j'ai vu une annonce. C'est ta maison, Sarah. Émilie et son mari essaient de la vendre. La pièce a tourné. Qu'est-ce qu'il y a?
Ce n'est pas possible. Ma maison? Vous en êtes sûr? Aussi sûr que je me tiens ici. Je pensais que c'était une erreur, mais j'ai vérifié les documents moi-même. Ils ont imité votre signature, Sarah. C'est inscrit sous leur nom maintenant. La colère et l'incrédulité s'emparent de moi. Mais comment ont-ils pu? Je ne leur ai jamais donné la moindre autorisation. C'est forcément illégal. C'est le cas, Sarah, tu dois agir vite. J'ai ensuite appelé Mike, un vieil ami de l'université qui est devenu avocat. En lui expliquant la situation, je me suis sentie exposée et vulnérable. Mais le calme de Mike m'a un peu réconfortée. Sarah, c'est sérieux. Nous devons immédiatement demander une injonction pour arrêter la vente. J'aurai besoin de tous les documents que tu as sur la maison. Nous pouvons plaider la falsification et l'influence indue, mais nous devons agir vite. Ok, Mike, je vais tout vous donner. Je ne peux pas croire qu'Emily m'ait fait ça. À sa propre mère. C'est malheureux, mais concentrons-nous sur la protection de ce qui vous appartient. Je vais commencer la paperasse. Tiens bon, Sarah. En raccrochant, j'ai été enveloppée par un profond sentiment de trahison. Ma propre fille, complotant dans mon dos pour voler la seule chose qui me restait de ma grand-mère. Cette pensée m'étouffait. Les jours passèrent dans un flou de documents juridiques et d'appels téléphoniques. Mike était une bénédiction, naviguant dans le labyrinthe juridique avec une précision qui me donnait de l'espoir. Pendant ce temps, je ne pouvais pas me résoudre à affronter Emily, pas encore. Et la blessure était trop fraîche, la trahison trop profonde. Pendant des jours, j'ai interagi avec Emily et Alex comme si tout allait bien, tout en me coordonnant avec Mike pour monter notre dossier. Leur désinvolture à mon égard, la façon dont elles esquivaient mon regard, ne faisait qu'attiser ma détermination. Je devais protéger ce qui me revenait de droit. Quand Emily est venue me rendre visite, feignant l'inquiétude, j'ai dû étouffer une moquerie. Et, maman. Je viens juste prendre des nouvelles. Comment tu tiens le coup? Ces mots étaient creux, et j'ai joué le jeu. J'ai été mieux, et mais je m'accroche. Comment ça se passe à la maison? Je l'ai poussée, curieuse de savoir si elle allait faire une erreur. Bien, bien. Alex et moi, nous nous occupons. La dérobade dans sa voix était palpable. Et la conversation a tourné autour de l'éléphant dans la pièce, chacun jouant son rôle dans une représentation tordue. Après son départ, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir de la tristesse pour la relation que nous avions eue autrefois. Mais cette trahison? C'était une ligne franchie, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mike a appelé plus tard pour donner des nouvelles. Tout est prêt, Sarah. Tu es prête, plus que jamais, Mike. Allons-y. Allongé dans mon lit d'hôpital, fixant le plafond stérile, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de la situation. Ma propre fille complotait contre moi, et j'étais là, sur le point de renverser la vapeur. Après avoir quitté l'hôpital pour un temps, j'ai commencé à mettre mon plan à exécution. Janice était aussi dans le coup. Elle m'a aidé à monter le coup, pour que je me présente à ma propre maison, en faisant semblant d'être intéressée par l'achat. Rien qu'à cette idée, mon cœur battait la chamade, avec un mélange de nervosité et d'excitation étrange. J'y suis arrivée à la maison, habillée différemment, en espérant qu'Emily et Alex ne me reconnaîtraient pas tout de suite. Dès qu'ils ont ouvert la porte, leurs visages sont passés de l'envie de vendre à l'horreur pure et simple. C'était presque comique de les voir se démener pour comprendre ce qui se passait. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Balbutie Emily, le visage pâle. Je me suis dit que j'allais jeter un coup d'œil à ma propre maison, vu qu'elle est à vendre et tout ça. Belle annonce, d'ailleurs. Ai-je dit, le sarcasme s'emparant de mon interlocuteur. Alex, toujours aussi beau parleur, a essayé de se reprendre. Sarah, écoute, c'est juste un gros malentendu. Parlons-en. Un malentendu? Je me moque. Imiter ma signature et essayer de vendre ma maison, c'est un peu plus que ça, tu ne crois pas?
Sans un mot de plus, je suis sortie et j'ai appelé la police. Tout en expliquant la situation, j'ai observé Émilie et Alex par la fenêtre, leurs expressions mêlant la peur et l'incrédulité. Lorsque la police est arrivée, Émilie et Alex ont été emmenés menottés. Leurs appels et leurs cris ont résonné dans la rue, mais mon cœur s'est endurci contre eux. La trahison était trop profonde, la blessure trop fraîche. Une fois la poussière retombée, le silence qui régnait dans ma maison était à la fois inquiétant et apaisant. Il n'y avait plus que moi, seul avec les échos d'une vie passée. Les jours se sont fondus les uns dans les autres, tandis que je me concentrais sur ma santé, sur la guérison non seulement de mon corps, mais aussi de mon cœur meurtri. Miraculeusement, ma santé a commencé à s'améliorer. Le cancer qui semblait être une condamnation à mort a lentement reculé dans l'ombre, me donnant un nouveau souffle de vie. Le procès d'Émilie et d'Alex a été un spectacle auquel j'ai assisté le cœur lourd. Les regarder, si petits et vaincus dans la salle d'audience, a réveillé quelque chose en moi, mais cela n'a pas suffi à surmonter la trahison. Ils ont plaidé, les larmes coulant sur leur visage, implorant mon pardon. Mais le pardon était une rivière qui s'était asséchée. Le tribunal a prononcé une peine modeste pour leurs crimes, mais aucune punition ne pouvait réparer les torts qu'ils avaient commis. Et la nouvelle s'est répandue, comme c'est toujours le cas dans les petites villes. Certains secouèrent la tête, s'étonnant de ma dureté de cœur, incapables de comprendre comment je pouvais tourner le dos à la chair de ma chair. Mais la plupart connaissaient la douleur de la trahison et m'ont soutenu en hochant la tête en signe de compréhension et de soutien silencieux. C'est drôle, vraiment. Comment quelque chose d'aussi bouleversant peut changer votre perspective. Avant, je me souciais tellement de ce que les gens pensaient, d'être la mère parfaite, la voisine parfaite. Mais la vie vous apprend que la perfection n'est qu'une façade et que l'approbation est une amie inconstante. Un après-midi, alors que j'étais assise sous mon porche, profitant de la solitude, Jana s'est arrêtée. Sa présence étant une pause bienvenue dans la monotonie. Sarah, tu es de plus en plus belle, dit-elle en s'asseyant à côté de moi. J'ai souri, un sourire sincère qui a atteint le plus profond de mon âme fatiguée. Je le sens aussi. C'est drôle comme la paix peut vous guérir comme la médecine ne peut le faire. Janice a hoché la tête, le regard pensif. Tout le monde n'est pas d'accord avec tes choix, tu sais. Mais je pense que tu es l'une des personnes les plus courageuses que je connaisse. J'ai laissé échapper un petit rire, un son teinté de tristesse et de sagesse né de la douleur. Non, je ne dirais pas ça. Je suis juste fatiguée. Fatiguée de plier jusqu'à la rupture. Maintenant, je vis juste pour moi, et si c'est courageux, alors qu'il en soit ainsi. Jana m'a serré la main, en signe de solidarité silencieuse. Vivre pour soi, c'est tout ce qu'on peut faire, Sarah. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu y arrives très bien. Lorsqu'elle est partie, ces mots sont restés dans l'air comme une bénédiction. J'ai tourné mon visage vers le ciel, laissant la chaleur du soleil s'infiltrer dans mes os. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une étincelle d'espoir, de joie. Alors, je vis. Je vis pour les matins calmes et les nuits paisibles. J'y vis pour les amis qui m'ont soutenu et pour la force que j'ai trouvée dans la solitude. Je vis en sachant que tout le monde ne comprendra pas mon parcours, et ce n'est pas grave. Parce qu'en fin de compte, c'est mon voyage, et le mien seulement.